Russie et Canada. Deux nations séparées par des océans, mais liées par une tension glaçante à travers l'Arctique. Depuis des années, leur relation est tendue, marquée par une diplomatie rigide et des impasses méfiantes. Mais ce qui a commencé comme de simples regards glacés à travers les eaux gelées a maintenant évolué en quelque chose de bien plus intense. Quelque chose qui promet de transformer cette partie d'échecs jouée dans l'ombre et à des températures négatives en une confrontation à grande échelle, en une guerre. Mais qu'est-ce qui pousse ces deux géants du Nord vers un conflit armé? Nous avons toutes les réponses dans cette vidéo. Maintenant, si toutes ces métaphores glaciales ne l'ont pas déjà révélé, oui, c'est l'océan Arctique qui est au cœur de ce conflit naissant. Pour faire simple, la Russie veut contrôler une plus grande partie de l'océan Arctique que toute autre nation n'a jamais revendiqué. C'est pourquoi en avril 2021, Moscou a soumis une demande audacieuse aux Nations Unies pour étendre son territoire arctique de plus de 270 000 miles carrés. Si accordé, cela étendrait l'influence russe jusqu'à la zone économique exclusive canadienne. Au devant de l'ère du Canada, en bref. Selon le droit international, les zones économiques exclusives accordent à chaque pays des droits souverains sur une étendue d'océan de 200 000 nautiques à partir de leurs côtes. Dans cette région, les pays gèrent l'extraction des ressources, le forage et partiellement les voies maritimes. Mais la revendication de la Russie allait bien au-delà de simplement empiéter sur la zone économique exclusive du Canada. Elle couvrirait de vastes zones du plateau continental canadien et des zones revendiquées par le Danemark. Un mouvement maximaliste, selon les experts canadiens. Pour certains, c'était la Russie qui jouait selon les règles, testant les limites avec des revendications scientifiques et espérant pousser le Canada, le Danemark et d'autres nations arctiques à négocier les frontières. Mais pour le Canada, le geste de la Russie était plus qu'une incitation. C'était un défi direct à sa souveraineté arctique. D'ici 2023, cette impasse ne faisait que s'intensifier. En février, la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental a approuvé la plupart des revendications russes sur le fond marin arctique, dont la controversée dorsale de Lomonosov, une zone stratégique vers le Canada et le Groenland. Malgré les revendications qui se chevauchent du Canada et du Danemark, la Russie a l'avantage car elles ne seront probablement pas traitées avant des années. La Russie a pleinement accepté cela. L'amiral Nikolai Yevmenov, alors commandant en chef de la marine russe, a clairement exprimé les intentions du pays. Selon lui, la Russie nécessitait une vaste expansion sur le plateau continental. L'objectif était de contrôler près de 70% de l'océan Arctique. La Russie a aussi renforcé son pouvoir et son influence sur le Nord, pendant que l'attention mondiale était centrée sur l'Ukraine, une démonstration spectaculaire de force, soulignant ses ambitions arctiques. En conséquence de ces mouvements, le Canada se trouve dans une lutte urgente, se préparant à une éventuelle confrontation à long terme dans l'une des dernières frontières de la Terre. Mais pourquoi deux des plus grandes nations du monde risqueraient-elles autant pour ce qui semble être une terre désolée gelée? La glace de l'Arctique cache d'immenses réserves de pétrole, de gaz, des voies navigables stratégiques et des ressources essentielles qui pourraient bouleverser l'équilibre des pouvoirs pour les décennies à venir. Selon une étude géologique américaine de 2008, au moins 90 milliards de barils de pétrole et 1669 trillions de pieds cubes de gaz naturel se trouvent sous l'océan Arctique. Si la Russie contrôlait ses ressources, ses revenus potentiels pourraient dépasser 7,4 trillions de dollars. Pour une nation où le pétrole et le gaz représentent environ 20% de son produit intérieur brut et jusqu'à 60% des revenus d'exportation, sécuriser ses ressources arctiques n'est pas seulement souhaitable, c'est essentiel. Sans accès à la richesse de l'Arctique, la stabilité économique de la Russie est menacée. Une menace qui a renforcé la détermination du président Vladimir Poutine à revendiquer autant que possible de l'Arctique. Selon lui, les eaux de l'Arctique doivent être protégées à tout prix. La posture militaire de la Russie dans la région montre que le pays prend cet engagement très au sérieux. Mais nous en parlerons plus tard. Concentrons-nous maintenant sur ce qui rend l'Arctique si attrayant pour les deux adversaires potentiels. Les ressources énergétiques ne sont qu'une facette de l'intérêt russe pour l'Arctique. Le réchauffement climatique fait fondre la glace de l'Arctique, poussant les stocks de poissons précieux vers le nord alors que de nouvelles eaux s'ouvrent à la pêche commerciale. Cette tendance est cruciale pour la Russie, car environ un tiers de tous les poissons pêchés dans le pays proviennent déjà des eaux de l'Arctique, ce qui en fait une source alimentaire essentielle. Avec 400 000 Russes en insécurité alimentaire grave entre 2019 et 2021, les droits de pêche ne sont pas seulement économiques, mais une priorité de sécurité nationale. L'expansion des zones de pêche arctique russes pourrait contribuer à résoudre les pénuries alimentaires dans un pays où les régions reculées dépendent grandement des ressources marines pour survivre. Mais l'Arctique est plus qu'une banque de ressources pour l'énergie et la nourriture.
C'est aussi le domicile de la route maritime du Nord et du passage du Nord-Ouest. La première est une voie navigable stratégique le long de la côte nord russe, permettant au Kremlin de contrôler une artère essentielle pour la navigation. Avec le recul de la glace de l'Arctique, la Russie espère transformer cette route en un couloir compétitif qui pourrait rivaliser avec le canal de Suez pour le commerce Asie-Europe d'ici 2035. En 2020, le Kremlin a établi une stratégie arctique ambitieuse, avec la route maritime du Nord comme élément clé de ses plans pour étendre l'influence économique et géopolitique russe. L'augmentation du trafic sur cette route engendrerait des coûts de transport et accroîtrait l'influence russe sur le commerce mondial. Avec le contrôle de la route maritime du Nord, la Russie pourrait étendre son marché d'exportation vers l'Asie, une option attrayante qui réduirait la dépendance envers les clients européens, une relation déjà tendue par les sanctions occidentales après l'invasion de l'Ukraine. Le passage du Nord-Ouest est un trésor qui attend d'être déverrouillé. Le passage du Nord-Ouest, route légendaire qui a échappé aux explorateurs pendant des siècles, est sur le point de devenir une réalité maritime. Et que comporte cette nouvelle réalité ? Réduire les routes maritimes de plus de 4350 miles. Le passage du Nord-Ouest promet cela. En tant que tel, ce passage révolutionnaire pourrait redéfinir le commerce mondial, rendant le voyage ardu entre les Amériques, l'Europe et l'Asie beaucoup plus efficace. Pourquoi le passage du Nord-Ouest ne devient-il une réalité que maintenant ? 2 mots. Changement climatique. Avec la hausse des températures arctiques, la glace qui obstruait ces voies navigables fond à un rythme inquiétant. L'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que les autres régions, donc le passage du Nord-Ouest pourrait bientôt être libéré des glaces, ce qui est alarmant. D'ici 2050, nous pourrions assister à des étés entièrement sans glace, inaugurant une nouvelle ère de navigation. Le rêve d'une route de navigation fiable devient réalité, mais à un coût élevé pour la planète. Pour la Russie, le passage du Nord-Ouest est un potentiel inexploité. Alors que le pays renforce ses capacités atlantiques, il voit le passage du Nord-Ouest comme une clé pour débloquer un plus grand accès aux routes commerciales. La fonte des glaces intensifie les ambitions de la Russie. Si Moscou contrôle ce passage, elle pourrait dominer tout le commerce maritime nordique. Cela permettrait à la Russie de dicter les conditions et l'accès aux voies de navigation vitales. Mais pas si vite. Il y a un obstacle majeur sur le chemin de la Russie vers la domination. Le Canada. Et le Canada reste résolu. Le passage du Nord-Ouest est à portée du territoire canadien. Les détroits du Prince de Galles et de McClure, éléments clés du passage du Nord-Ouest, sont vus comme des extensions du territoire canadien. Pour le pays, le passage est non seulement une question de commerce, mais aussi de souveraineté. Cependant, le Canada est conscient que sa souveraineté sera contestée alors que le passage du Nord-Ouest devient une réalité. Mais ce passage n'est pas le seul point de discorde pour le Canada. Les ressources de l'Arctique pourraient injecter des milliards de dollars dans l'économie du Canada et assurer son avenir en tant que superpuissance énergétique. Selon le Canada, la demande de contrôle russe menace sa souveraineté et la possibilité d'exploiter ses réserves. Étant donné que la Russie contrôle déjà 53% du littoral arctique, le Canada voit cet effort d'extension comme un dépassement flagrant. L'industrie de la pêche canadienne profiterait aussi d'un meilleur accès à l'Arctique, en plus des enjeux énergétiques et de souveraineté. Sécuriser plus de zones de pêche pourrait aider les communautés du Nord et assurer la sécurité alimentaire à long terme. Le Canada affirme avoir une revendication historique sur les territoires arctiques, surtout ceux adjacents à sa zone économique exclusive. La compétition pour la souveraineté de l'Arctique met en évidence les différences profondes entre le Canada et la Russie. Mais ce n'est qu'une partie d'un tableau plus vaste. Les changements géopolitiques des années 2020 ont aussi exacerbé les tensions entre la Russie et le Canada. En réponse à l'invasion russe de l'Ukraine, 7 des 8 membres du Conseil de l'Arctique, alors présidé par la Russie, ont annoncé le boycott des discussions menées par cette dernière. Historiquement, ce conseil incluait la Russie et le Canada comme membres clés. Toutefois, ces liens diplomatiques se sont considérablement affaiblis pour 2 raisons dépassant l'invasion de l'Ukraine. Les 2 sujets abordés étaient l'aide militaire canadienne à l'Ukraine et les activités russes dans l'Arctique, alors que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord renforce sa présence aux frontières de la Russie. Parlons d'abord des liens entre le Canada et l'Ukraine. En réponse à l'agression russe, le Canada a fourni une aide financière substantielle à l'Ukraine, totalisant près de 9 milliards de dollars. Cette aide était essentielle pour permettre au gouvernement ukrainien de continuer à fonctionner et à fournir des services et des pensions à ses citoyens. Le Canada a fourni 4,86 milliards de dollars via le Fonds monétaire international et 360 millions de dollars en prêts bilatéraux directs. Lors du G7 de 2024, Justin Trudeau a annoncé 5 milliards de dollars canadiens pour aider à accélérer les revenus futurs des actifs russes gelés, estimés à 69 milliards de dollars canadiens, environ 50 milliards de dollars des États-Unis.
En plus de l'aide financière, le Canada s'est engagé à plus de 258 millions de dollars américains en aide humanitaire. Ce financement a soutenu les services de santé d'urgence et des initiatives vitales comme la distribution d'abris et de nourriture aux populations déplacées. Le soutien à la sécurité et à la stabilisation a également connu une escalade significative, le Canada s'engageant à environ 150 et 1 million de dollars américains pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine après le début de l'invasion à grande échelle. Cela incluait 16,2 millions de dollars pour le déminage et l'élimination des munitions explosives. Il est à noter que plus de 14 millions de dollars visaient à améliorer la capacité de l'Ukraine, à contrer les menaces liées aux armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. De plus, près de 3 millions de dollars ont été dirigés pour renforcer la police nationale de l'Ukraine, reflétant une approche globale pour assurer la stabilité. Bien que l'aide humanitaire et économique du Canada à l'Ukraine démontre un engagement profond à l'aider à maintenir sa souveraineté, l'aspect le plus dangereux de cette implication réside dans l'aide militaire fournie. En 2 ans et demi, le Canada a fait don de 3,2 milliards de dollars en aide militaire, un investissement majeur pour soutenir la défense de l'Ukraine. Cette aide incluait des armes à longue portée. Cependant, l'Ukraine a longtemps été empêchée d'utiliser ces armes à longue portée pour frapper le sol russe, afin d'éviter une escalade. Mais en 2024, cela a changé. Trudeau affirmant que des frappes profondes en Russie sont cruciales pour empêcher de nouvelles attaques sur les infrastructures civiles. Ce soutien audacieux a fortement accru les enjeux, la Russie voyant ces frappes à longue portée comme une escalade provocante. Poutine a averti que permettre à l'Ukraine de frapper des cibles en Russie pourrait mener à une confrontation entre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et la Russie. Vu l'historique de la Russie de créer des prétextes pour son agression militaire, on doit se demander ce qui l'empêcherait d'agir de même envers le Canada. Cette inquiétude est aggravée par les activités militaires accrues de la Russie dans l'Arctique, seconde raison de l'effondrement quasi total des relations diplomatiques entre les deux pays. Depuis une décennie, la Russie a consolidé sa présence militaire dans l'Arctique, devenant une puissance redoutable dans un contexte de tensions géopolitiques accrues. L'agressivité de Moscou reflète ses ambitions de contrôler les ressources et les voies navigables arctiques, tout en consolidant son infrastructure militaire. La flotte du Nord, principalement stationnée sur la péninsule de Kola, joue un rôle pivot dans cette stratégie, abritant 8 des 16 sous-marins lance-missiles balistiques de la marine russe. Ces sous-marins sont des navires de classe Delta IV et Borei, et ils peuvent transporter un arsenal mortel. Chaque Delta IV est équipé pour contenir 16 missiles balistiques lancés par sous-marins SS N-23 Sineva, aux côtés du SS N-15 Starfish, un missile anti-sous-marin, offrant à la fois des capacités nucléaires et défensives. Les sous-marins de classe Borei sont encore plus redoutables, chacun armé de 16 missiles balistiques lancés par sous-marin SS N-32 Bulava, le dernier cri de la technologie de missiles russes, conçu pour échapper aux défenses antimissiles et lancer des charges nucléaires. Il n'est donc pas étonnant que cette flotte soit essentielle pour la sécurité de la Russie, formant une pierre angulaire de la dissuasion nucléaire du pays. L'importance de la flotte du Nord dans la région a été mise en avant par des changements organisationnels majeurs, notamment son élévation au rang de 5e district militaire de Russie. La réorganisation montre un engagement renforcé à accroître les capacités de défense ou d'offensive dans l'Arctique. En 2014, la Russie a créé un commandement stratégique conjugué de l'Arctique pour renforcer la protection des installations militaires le long de la route maritime du Nord. Cela incluait la mise en place de brigades arctiques dotées de technologies militaires de pointe. 10 ans plus tard, la flotte a atteint plus de 450 véhicules blindés de transport de troupes, systèmes d'artillerie et divers véhicules tout-terrain prêts au déploiement. Cette restructuration n'est pas seulement un geste symbolique, c'est une indication claire que la Russie se prépare à d'éventuels conflits pour les vastes ressources de l'Arctique. Cette préparation implique également l'établissement de bases militaires dans tout l'Arctique. Depuis 2005, la Russie a rouvert au moins 10 bases militaires de l'époque soviétique dans l'Arctique, ramenant ces installations autrefois négligées à un statut opérationnel. Ces bases, comme celles de l'île Wrangel, du cap Schmidt et de l'île Kotelny, ont été modernisées pour accueillir une nouvelle génération de ressources militaires, y compris des navires améliorés et des systèmes de défense aérienne avancés. Mais les efforts de modernisation russes vont au-delà des bases militaires. Dans le cadre de la modernisation de la flotte du Nord, de nouveaux combattants de surface, missiles et unités d'artillerie plus sophistiquées sont introduits. La flotte comprend désormais plusieurs équipes de brigades de combat et une brigade d'infanterie motorisée, ce qui renforce ses capacités terrestres. En 2019, la flotte du Nord était signalée avoir 37 navires de surface, y compris 10 grands navires opérationnels et le porte-avions amiral Kuznetsov,
le seul de son genre dans la marine russe. Bien que le porte-avions ait rencontré des défis opérationnels significatifs, il reste un symbole puissant des ambitions navales de la Russie. La flotte comprend des destroyers de missiles guidés de classe Kirov et Slava, et des frégates de classe Gorchkov, tous équipés de défenses anti-navires et de systèmes de défense aérienne sophistiqués. Les systèmes de défense aérienne de la flotte ont également connu des améliorations significatives, avec le déploiement de systèmes anti-aériens S-400 et S-300 à longue portée à des endroits stratégiques comme la péninsule de Kola et les nouvelles îles de Sibérie. L'établissement d'installations à double usage, conçues à la fois pour des fins civiles et militaires, renforce encore la capacité de la Russie à projeter sa puissance dans tout l'Arctique. De plus, l'ajout de plus de 50 nouveaux brise-glaces, dont des navires à propulsion nucléaire, renforce grandement les capacités opérationnelles russes dans les eaux arctiques. Pour mettre ce chiffre en perspective, les États-Unis et la Chine n'ont chacun que 2 brise-glaces diesel opérationnels. La flotte impressionnante de la Russie permet un accès toute l'année à la route maritime du Nord, permettant non seulement les opérations militaires, mais aussi la facilitation du transport commercial et l'exploration énergétique dans des zones auparavant inaccessibles. La Russie a établi 4 grandes unités aériennes, dans l'Arctique pour le combat aérien. À Severomorsk, la flotte exploite le 279e régiment de chasseurs embarqués avec environ 24 jets de combat Su-33 et le 100e régiment de chasseurs embarqués avec 24 combattants MiG-29K. De plus, le 98e régiment aérien mixte à Montchegorsk exploite environ 12 MiG-30 et 1 BMs, 12 Su-24 et des avions de reconnaissance. Cette diversité d'actifs aériens permet à la Russie de maintenir une présence aérienne robuste dans l'Arctique, garantissant des capacités de réponse rapides en cas de conflit militaire. Les démonstrations fréquentes de ces capacités, telles que les vols de Nagourskoï au pôle Nord, visent à intimider et montrer la détermination aux pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mais croyez-le ou non, la liste continue. Les progrès de la Russie dans la technologie des missiles en Arctique sont parmi les développements les plus préoccupants de la région. Le Kremlin développe activement des missiles hypersoniques, comme le Zircon, qui peuvent apparemment voyager à des vitesses dépassant 9 fois la vitesse du son. Ces missiles, testés avec succès dans les eaux arctiques, sont considérés comme un élément perturbateur dans la défense antimissile. L'intégration de missiles hypersoniques dans l'arsenal russe renforce ses capacités offensives et complique les stratégies défensives de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, basées sur des méthodes traditionnelles de détection et d'interception de missiles. Malheureusement, les efforts militaires de la Russie dans l'Arctique n'ont rien de traditionnel ou de prévisible. En plus des développements d'infrastructures de modernisation militaire extensive, les activités militaires de la Russie dans la région ont également été caractérisées par une approche sophistiquée de la connaissance du domaine et de la guerre électronique. Le Kremlin aurait déployé des systèmes radars avancés, y compris le Résonance N, à des endroits stratégiques, clés tels que la Nouvelle-Zamble, la péninsule de Khanine et Indiga. Ces systèmes radars visent à renforcer les capacités de surveillance de la Russie. On affirme qu'ils peuvent détecter les missiles hypersoniques et les avions furtifs. Le système Résonance N, ainsi que d'autres systèmes radars SOPCA-2 installés dans des bases aériennes comme Temp, Nagaskoya et Rogachevo, offrent à la Russie un avantage significatif dans la surveillance de l'espace aérien arctique. Bien que les capacités précises de ces systèmes radars restent quelque peu ambiguës, certaines sources russes affirment qu'ils possèdent des capacités de détection avancées au-delà de l'horizon. Cependant, il est incertain que ces systèmes puissent fournir un avertissement suffisamment précoce contre les avions furtifs pour permettre une interception efficace. De plus, une station radar de surveillance aérienne à usage double sur l'île Graham Bell ajoute une autre couche de surveillance, démontrant l'approche globale de la Russie pour sécuriser ses intérêts dans l'Arctique. Dans le domaine de la guerre électronique, la Russie a établi des centres à Severomorsk, Kamtchatka et Primorsky Krai. Ces installations sont équipées de systèmes avancés, qui peuvent faciliter la guerre anti-sous-marine et perturber les communications maritimes. La doctrine militaire russe accorde une grande importance à la guerre électronique pour obtenir un avantage sur le champ de bataille. Il pourrait brouiller les communications et radars occidentaux, semant la confusion chez les adversaires et compliquant leur prise de décision. De telles capacités peuvent servir à des fins à la fois offensives et défensives, permettant à la Russie de maintenir la sécurité opérationnelle tout en sapant l'efficacité des forces de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord dans la région. L'intensification des exercices militaires a aussi été un développement majeur pour la dynamique sécuritaire en Arctique. Rien qu'en 2024, le suivi de l'activité militaire en Arctique a recensé plus d'une douzaine d'exemples d'exercices ou d'entraînements militaires russes ayant lieu dans la région. Ces développements indiquent
que l'Arctique devient une arène de compétition militaire intense, et l'activité pourrait facilement se transformer en un affrontement armé. Ce qui est particulièrement troublant dans ce scénario, c'est l'inaction perçue de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et du Canada dans la région. Comme l'ont noté plusieurs experts militaires, l'empreinte actuelle de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord dans l'Arctique est en retard d'environ une décennie sur celle de la Russie. Une décennie qui pourrait faire la différence entre la paix et le péril. Selon Ketil Olsen, ancien représentant militaire norvégien à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, la situation est grave. L'Arctique reste une zone inexplorée. La zone est immense et peu surveillée par les civils. Cette évaluation sévère souligne le besoin urgent d'améliorer les capacités de surveillance et de défense dans une région qui devient de plus en plus un point focal de tensions géopolitiques. Les défis posés par le renforcement militaire de la Russie sont aggravés par le fait que l'Occident n'a pas priorisé ses propres capacités en Arctique. Le général Glenn Van Herk, retraité américain de l'Air Force, et ancien chef américain du commandement du Nord, a souligné l'importance d'améliorer la connaissance du domaine dans l'Arctique pour contrer les menaces russes et chinoises. Lors d'une audience au Sénat début 2022, il a souligné que vous ne pouvez pas vous défendre de ce que vous ne pouvez ni voir ni déterminer. Cette phrase résume parfaitement le vide critique en matière de surveillance et de capacité de renseignement qui pourrait limiter la réponse de l'Occident en cas de crise. Malgré l'éclatement de la crise de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la réponse des alliés de l'Arctique a été lente. Le Canada s'est engagé à dépenser 10 milliards de dollars supplémentaires pour renforcer ses défenses en Arctique, notamment en améliorant les radars de détection précoce et en acquérant de nouveaux avions de surveillance capables de détecter les sous-marins. Cependant, le premier de ces avions ne sera pas livré avant 2032, et le général Wayne Eyre, ancien chef de la défense canadienne, a reconnu qu'ils prendront des décennies pour être prêts. Ce calendrier est inquiétant, surtout avec l'évolution des efforts militaires russes dans l'Arctique. Malheureusement, la situation militaire actuelle dans l'Arctique est aussi troublante que celle à venir. Selon les analystes, l'équilibre militaire actuel dans la région est fortement en faveur de la Russie. Le réseau de base du Kremlin dans l'Arctique est environ un tiers plus grand que celui de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette réalité reflète un désavantage stratégique significatif pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et le Canada, soulevant des questions sur leur préparation à contrer efficacement toute agression russe dans la région. Que pense le Canada de tout cela ? Pour commencer, l'armée canadienne reconnaît sans aucun doute la menace posée par la Russie. Le Canada considère le pays comme son principal ennemi, aux côtés de la Chine. Un document militaire de 2023 a souligné la nécessité pour les forces canadiennes de s'adapter en préparation d'un conflit à long terme avec ces nations, faisant écho à des sentiments similaires à ceux exprimés par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et le Pentagone. Le chef de la défense à la retraite Eyre a souligné la gravité de la situation. Souvenons-nous que la Russie et la Chine ne distinguent pas la paix de la guerre. Les intentions et actions hostiles de nos adversaires montrent qu'ils se considèrent en guerre avec l'Occident. La reconnaissance d'Eyre reflète une compréhension plus large que le paysage de la sécurité a radicalement changé et nécessite une réponse robuste. Et pourtant, il semble que le Canada soit toujours en train de se démener pour répondre de manière appropriée. Les experts soutiennent que le Canada a été lent à répondre aux actions hostiles, en partie à cause de la croyance que l'absence de combat réel a rendu les préparatifs urgents inutiles. Le document de réflexion d'Eyre affirme que l'absence de conflit armé entre le Canada et ses adversaires a parfois rendu le pays et les forces armées canadiennes lents à réagir face aux actions hostiles. Sans aucun doute, cette complaisance doit changer face à l'intensification des menaces russes. La direction militaire canadienne recommande une approche gouvernementale globale pour relever les défis de défense, insistant sur l'intégration rapide de l'IA dans les opérations militaires. L'IA aurait diverses implications dans le domaine militaire, de la prédiction d'événements à l'aide à la prise de décision, démontrant une stratégie prospective qui cherche à améliorer les capacités militaires du Canada. Cependant, alors que le Canada se prépare à investir davantage dans sa défense, des préoccupations majeures demeurent quant à sa préparation militaire globale et à la gestion de ses ressources actuelles. Même si le potentiel de guerre grandit chaque jour qui passe, les forces armées canadiennes soulignent que le pays n'est pas sur un pied de guerre. Divers experts partagent ce sentiment, soulignant que le Canada manque d'actifs maritimes, aériens et logistiques pour projeter efficacement sa puissance. Prenons l'exemple des capacités aériennes actuelles de l'armée canadienne. L'aviation royale canadienne exploite environ 263 avions, mais la plupart d'entre eux sont vieillissants, ce qui est insuffisant pour faire face aux menaces modernes. De plus, l'industrie de la défense canadienne est mal préparée pour tout affrontement potentiel. Aussi, le Canada est réticent à mobiliser entièrement son industrie de défense pour le conflit à venir. Mais ce n'est pas surprenant, étant donné l'histoire du Canada dans ce domaine.
Le gouvernement fédéral canadien a négligé pendant des décennies de développer un plan complet pour mobiliser entièrement les ressources en cas de guerre conventionnelle. Cette situation s'est aggravée pendant la guerre froide et n'a pas été correctement résolue depuis. Dans ce contexte, à quoi pouvons-nous nous attendre d'une guerre Russie-Canada? Comment le Canada s'en sortira-t-il dans ce conflit? Eh bien, si la Russie décide d'attaquer dans l'Arctique, elle remporterait probablement une victoire retentissante, étant donné l'insuffisance de la préparation militaire et de l'allocation des ressources du Canada. Néanmoins, si la Russie attaquait directement le Canada, l'issue serait incertaine. Sur le papier, la Russie a une armée bien plus redoutable et impressionnante que celle du Canada. Cependant, les leçons tirées de l'Ukraine montrent que le nombre ne garantit pas le succès. De plus, la guerre russo-ukrainienne a révélé des faiblesses significatives au sein de l'armée russe, la transformant d'une force apparemment invincible en une risée pour le monde entier. Bien sûr, la guerre en Ukraine a également presque détruit l'armée russe, le pays ayant apparemment perdu environ 700 000 soldats à la fin de 2024. Des rapports indiquent que des bataillons entiers ont été décimés. Un bataillon de la 200e brigade de fusiliers motorisés, par exemple, aurait perdu 645 de ses 648 soldats. Les affrontements en Ukraine ont causé une attrition importante des véhicules blindés, avec la destruction confirmée de milliers de chars, véhicules de combat blindés, systèmes d'artillerie et drones. En plus du manque de troupes et d'équipements, la Russie est aussi confrontée à un autre grand défi, la logistique. Une invasion russe du Canada impliquerait une logistique d'une complexité stupéfiante. Tout d'abord, la Russie manque actuellement d'une infrastructure logistique robuste nécessaire pour un conflit direct 1 contre 1. Toute campagne militaire russe devrait probablement franchir de vastes distances océaniques, un exploit intimidant vu leurs difficultés actuelles en Ukraine voisine. En réalité, les États-Unis seraient peut-être le seul pays doté de réelles capacités de projection de puissance à l'échelle mondiale. Concernant les États-Unis, le pays serait presque inévitablement entraîné dans ce conflit, en particulier si la Russie passait par l'Alaska. Cela pourrait créer une guerre sur 2 fronts, que la Russie serait mal équipée pour gérer. Ajouter le reste des forces de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord dans le mélange, et cette guerre deviendrait rapidement un bourbier pour Moscou, la mettant dans une impasse multinationale qu'elle ne pourrait pas soutenir. Mais cela signifie-t-il que la Russie ne déclencherait pas une guerre contre le Canada? Pas du tout. La Russie a démontré maintes fois que les ambitions du régime primatent souvent sur la logique et la prudence. Et lorsque ces ambitions incluent l'affirmation de la dominance dans des zones riches en ressources et stratégiquement cruciales comme l'Arctique, qui pourraient sauver l'avenir de la Russie, les risques calculés semblent presque inévitables. Malgré la réticence du Canada, le pays pourrait se voir contraint d'entrer en guerre contre la Russie. Mais comment pensez-vous que cette guerre se déroulera? Pensez-vous qu'on puisse l'éviter? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous. Allez maintenant voir, pourquoi le Canada est-il la plus grande menace pour la Russie? Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.